Avez-vous déjà ressenti ce frisson le long de votre colonne vertébrale lorsque les gros titres d'aujourd'hui résonnent avec un film que vous avez vu une fois à la télévision tard le soir? Imaginez alors un marathon de thrillers de la guerre froide si étrangement prémonitoire que chaque bobine semble dépasser de plusieurs décennies, décrypter notre ère moderne de cœurs piratables et de propagande ultra rapide. Ce soir, nous dévoilons 15 joyaux cachés, des histoires d'espionnage forgées entre 1952 et 1975, dont les avertissements résonnent plus fort qu'une sonnerie, dont les trahisons semblent plus fraîches qu'une notification push. Versez-vous un verre bien tassé, tirez les rideaux et penchez-vous, dans lequel chaque image que vous êtes sur le point de revisiter nous préparait tranquillement à l'ère de la subterfuge algorithmique que nous faisons défiler quotidiennement aujourd'hui. L'homme de Berlin, 1953. Dans le Berlin atmosphérique de Carol Reed, des maçonneries bombardées ont transformé des pâtés de maison en champs de mines moraux. Suzanne, jouée par Claire Bloom, une touriste anglaise aux yeux écarquillés, rencontre Ivo Kurn, incarné par James Mason, un élégant coursier qui échange des faux certificats de naissance aussi naturellement que des cigarettes. Ce qui commence comme une romance hésitante devient une étude des frontières compromises. Chaque poignée de main d'Ivo pourrait être un transfert, chaque murmure tendre un mot de passe. La cinématographie en angles obliques de Reed fait pencher le spectateur. Observez littéralement le danger se cacher au bord du cadre, anticipant les flux de surveillance du 21e siècle qui nous obligent à décoder la vérité par fragments. La véritable brillance réside dans la gradation de Suzanne, corruption. Au moment où elle passe du secteur britannique au secteur soviétique, elle a déjà brouillé la carte dans sa propre cœur. L'éclairage en clair-obscur du film transforme les ruines de Berlin en une manifestation physique de l'ambiguïté morale d'après-guerre. Chaque ombre cache une trahison potentielle. Chaque rayon de lumière pourrait révéler un informateur. La performance de Mason équilibre charme et fatalisme, ses yeux scrutant constamment les sorties, sa voix tombant à un murmure conspirateur même dans des pièces vides. Cette vigilance perpétuelle reflète notre paranoïa moderne concernant les empreintes numériques et le suivi de localisation. Une séquence de pont culminante baignée de projecteurs nous met au défi de décider si l'amour peut jamais être extradé de l'idéologie. 7 décennies plus tard, lorsque des relations se forment entre des nations protégées par des pare-feux de données, le verdict sombre du film, selon lequel l'affection peut vaciller là où les frontières ne le font pas, semble brutalement actuel. Alors que la dernière image s'estompe sur le sacrifice d'Ivo, nous nous demandons, dans notre propre siècle surveillé, si une connexion peut vraiment rester privée, ou si nous jouons tous un rôle pour des spectateurs invisibles. Observateur. 5 doigts, 1952. Le valet de Tyrone Power, nommé Cicéron, rôde dans l'ambassade turque comme un fantôme de concierge, tout en photographiant des câbles top secrets qu'il repasse à plat sur un plateau en argent. Le réalisateur Joseph L. Mankiewicz remplace les duels au pistolet par les cliquetis des machines à écrire, montrant comment un seul bureaucrate peut renverser des alliances sans jamais armer un pistolet. La prestation de Power est plus de soie que d'acier, son déguisement de mépris de soi sous une politesse mesurée, et cette contradiction préfigure les lanceurs d'alerte conflictuels de notre ère numérique. Ce qui rend 5 doigts particulièrement prophétique, c'est son attention clinique au processus. La mise en scène méticuleuse des documents par Cicéron, son calibrage précis des angles de caméra, son suivi attentif des horaires diplomatiques, tout cela exécuté avec la précision des mineurs de données d'aujourd'hui. Sa méthode transforme l'accès banal à un bureau en une arme plus dévastatrice que n'importe quelle bombe. Lorsque le personnel de l'ambassade devient suspicieux, leurs contre-mesures semblent étrangement familières à quiconque a mis en place l'authentification à 2 facteurs. Changement de serrure, stockage aléatoire des documents, protocole de sécurité échelonné. Lorsque son microfilm atteint Berlin, les responsables nazis le traitent comme une crypto-monnaie, anonyme, portable, inestimable. Pourtant, le coup de maître du film vient dans son dénouement. L'argent que Cicéron reçoit est contrefait, une trahison qui anticipe les escroqueries du dark web d'aujourd'hui. Tout aussi contemporain est la décision des Alliés de ne pas le poursuivre après la guerre, craignant un embarras public, soulignant une vérité que nous acceptons encore. Les institutions préfèrent la gestion discrète de la réputation à la justice bruyante. Regardez la scène finale, où Cicéron, maintenant fauché, mais toujours libre, passe devant un kiosque à journaux d'Ankara qui annonce de nouveaux scandales. C'est un clin d'œil à l'histoire qui se répète, nous rappelant que la prochaine fuite est toujours imminente et que le prochain Cicéron porte déjà un insigne de sécurité. Night People, 1954. Gregory Peck abandonne son aura noble d'Atticus Finch pour incarner le colonel Steve Van Dyke, un négociateur américain blasé chargé de récupérer un soldat kidnappé par des agents d'East Berlin. Nonali, John.
Le scénario du fils est un feu d'artifice de sarcasme crépitant et de brinkmanship géopolitique. Les négociateurs marchandent les vies des prisonniers de guerre comme des vendeurs de rue marchandent des saucisses. Johnson filme les rues ravagées de Berlin en cinémascope net, juxtaposant larges boulevards et la claustrophobie de l'occupation. Le langage visuel du film en dit long. Les intérieurs du secteur américain brillaient d'une chaleur artificielle, tandis que les zones soviétiques semblent délibérément sous-éclairées, suggérant un crépuscule moral. Particulièrement innovante est l'utilisation des conversations téléphoniques par Johnson. Le bureau de Van Dyke devient un centre névralgique, où les combinés se tiennent entre l'oreille et l'épaule, annonçant notre propre ère de connectivité constante et de diplomatie à distance. Les couches de tromperie s'accumulent comme le givre hivernal, des défecteurs fictifs, des dossiers échangés, un échange à l'aveugle à Spittelmarkt qui ressemble à un grand maître d'échecs sacrifiant des pions pour sauver la reine. La performance de Walter Abel en tant qu'industriel américain prêt à utiliser ses connexions d'entreprise pour sauver son fils se dresse comme un avertissement prémonitoire sur l'influence privée dans les affaires de sécurité nationale. Une préoccupation qui semble particulièrement pertinente à notre époque de sous-traitants militaires et de géants de la technologie possédant des autorisations gouvernementales. Le moment le plus prophétique du film arrive dans une arrière-salle enfumée, où la poigne de Van Dyke tord la conscience d'un colonel de la Stasi, puis il marque une pause pour se demander à haute voix si l'un d'eux peut vraiment dire de quel côté ils sont. Dans un monde de guerre par procuration et d'opérations secrètes sous-traitées, cette indifférence existentielle résonne encore. Au lever du jour de l'échange de prisonniers sur le pont lors du dénouement, vous réalisez que chaque personnage a négocié une voix, une partie de son âme. Et peut-être l'avons-nous fait aussi chaque fois que les gros titres réduisent des vies humaines à de simples pions de négociation. Le dossier Ipcress, 1965. Harry Palmer, le sergent devenu espion avec un charme insolent de Michael Caine, achète des champignons à un moment et évite le contrôle mental par impulsion sonore le suivant. Sidney G. Furie filme Londres à travers des tastes à café, des stores vénitiens et des rayons de supermarchés, créant un labyrinthe voyeuriste qui nous invite à espionner aux côtés du MI5. L'intrigue tourne autour de scientifiques kidnappés, réduits à des enfants balbutiants par la programmation Ipcress, une première variation cinématographique sur la neuromanipulation qui anticipe la radicalisation algorithmique d'aujourd'hui, où les films de James Bond fétichisent les gadgets. Ipcress fétichise la bureaucratie. La plus grande arme de Palmer est son attention aux détails procéduraux. Il remarque les divergences dans les dossiers, les anomalies de rendez-vous, les traces évidentes de complots dans les papiers. Cette élévation du travail administratif au rang de drame intense annonce notre ère actuelle de la criminalistique numérique, où l'analyse de métadonnées peut découvrir plus qu'une arme ne pourrait jamais. Le plus grand ennemi de Palmer, cependant, est la paperasse. L'onglet rouge d'un justificatif de dépense peut être plus mortel qu'un viseur laser rouge. Les cadrages inclinés de Fury piègent Palmer dans des bureaux, des amphithéâtres et finalement dans une cellule de lavage de cerveau semblable à une boîte où des lumières stroboscopiques et des commandes enregistrées fracturent son identité. Les séquences de lavage de cerveau avec leurs stimuli audiovisuels répétitifs conçus pour neutraliser la pensée critique ressemblent étrangement aux algorithmes d'engagement qui façonnent maintenant notre consommation des réseaux sociaux. Remplacez cette cellule par une boucle de fil d'actualité addictive et vous pouvez presque sentir vos propres circuits de dopamine s'agiter. La révélation finale que le véritable traître se trouve au sommet de la hiérarchie tombe comme une note de service divulguée sur Twitter. Ne faites confiance à aucune chaîne de commandement qui privilégie les apparences alétiques. Lorsque Palmer ajuste ses lunettes emblématiques dans le dernier plan, cela nous rappelle que la vision claire est la véritable contre-mesure contre la manipulation, qu'elle vienne d'acteurs étatiques ou de plateformes technologiques. L'affaire Cicéron, 1967. Sidney Lumet peint Londres en brun tabac et en crasse industrielle, reflétant l'érosion de l'idéalisme du vétéran des services secrets, Charles Dobbs. Richard Burton incarne Dobbs comme un homme penché en avant de manière permanente, comme s'il se préparait au prochain coup moral. Chargé d'enquêter sur le suicide d'un diplomate, il se débat dans un bourbier de conspiration en col blanc où les comités enterrent la vérité sous des euphémismes. Lumet utilise l'Eastman Color désaturé pour décolorer la vivacité de chaque poignée de main. On peut pratiquement sentir les manteaux trench imbibés de pluie. Cette austérité visuelle s'étend à la conception sonore du film. Les conversations téléphoniques semblent lointaines. Les déclarations officielles résonnent creux. Et même les conversations intimes entre Dobbs et sa femme infidèle, Anne, interprétées avec un détachement glaçant par Claire Bloom, sonnent comme si elles étaient enregistrées à travers les murs. Cette atmosphère de surveillance audio anticipe notre réalité actuelle d'enceintes intelligentes et de dispositifs toujours à l'écoute, tandis que Dobbs se rapproche du coupable, un double agent protégé,
pas par idéologie, mais par des initiés craignant un scandale. Son mariage se brise sous la pression égale du secret, prouvant que l'espionnage ronge ses opérateurs de l'intérieur. Les désintégrations parallèles du mariage et de la sécurité nationale suggèrent que la pourriture institutionnelle commence par le compromis personnel. Particulièrement troublante est la réalisation de Dobbs que les liaisons de sa femme sont planifiées avec la même précision tactique que les opérations de renseignement, transformant les chambres en séances d'information. Zone. Lorsque la dissimulation explose finalement, c'est fait avec des mémos plutôt que des balles, faisant écho à chaque scandale moderne désamorcé par des résumés exécutifs qui esquivent la culpabilité. Le regard hagard de Burton dans le dernier plan nous invite à nous demander si un secret d'État justifie le fardeau qu'il impose à ceux qui le gardent, et si nous, en actualisant sans cesse les flux d'actualité, sommes complices des mêmes catastrophes silencieuses qui transforment les lanceurs d'alerte en parias et les porteurs de vérité en exilés. Le Memorandum Killer, 1966. Le scénario de Harold Pinter utilise les pauses comme des armes, des silences si prolongés que vous pouvez entendre les cœurs battre comme des tics. Bombe. Quiller, joué par George Segal, est envoyé à Berlin-Ouest pour démanteler Phoenix, un groupe nazi renaissant opérant depuis des écoles chics et des salles de bowling. Au lieu d'un Walter PPK, l'arme principale de Quiller est la conversation. Son refus de porter une arme à feu transforme chaque rencontre en jujitsu psychologique. Le réalisateur Michael Anderson polit le paysage nocturne de la ville à une lueur clinique, faisant réfléchir les enseignes au néon sur les capots des voitures comme des paquets de données sur des nœuds. Le film a été précurseur d'un langage visuel pour l'extrémisme en réseau. Les membres de Phoenix ne se rassemblent jamais en uniforme, mais communiquent par des petites annonces codées dans les journaux, des appels téléphoniques publics et des rencontres apparemment anodines dans la rue. Une dispersion tactique qui reflète la fragmentation radicale en ligne d'aujourd'hui. Communauté. Segal et l'antagoniste de Max von Sydow conversent dans un code si subtil qu'il ressemble à la stéganographie moderne. Leur dialogue de chat et souris, conçu par Pinter, transforme de questions banales. Aimez-vous les oiseaux? En vérification. Protocole. Une séquence saisissante dans un stade olympique vide démontre comment les espaces publics peuvent devenir des lieux de rencontres clandestins. Un aperçu qui résonne avec les préoccupations contemporaines concernant la radicalisation à vue dans le numérique. Forums. Lorsque Quiller finit par extraire la liste de Phoenix, il réalise que le plan du gouvernement est de laisser la cellule intacte pour un futur levier, une tournure cynique qui préfigure les révélations actuelles sur les agences de renseignement cultivant des actifs extrémistes. La découverte que les pouvoirs de l'État pourraient conserver des réseaux fascistes comme outil potentiel s'avère plus glaçante que n'importe quel complot d'assassinat. Le plan final, Quiller marchant seul sur le coup d'âme, dossier en poche, mission non résolue, nous rappelle que la pourriture systémique cède rarement face aux héros solitaires, qu'ils portent des insignes ou des ordinateurs portables. Funérailles à Berlin, 1966. La deuxième aventure de Harry Palmer échange la bruine grise de Londres contre la métallique de Berlin. Frisson. Chargé d'orchestrer la défection d'un colonel soviétique, Palmer soupçonne rapidement que chaque visa tamponné est un jeu de dupes. Le réalisateur Guy Hamilton, célèbre plus tard pour James Bond, fait du mur lui-même un personnage, en béton, marqué de graffiti, mais poreux pour ceux qui connaissent le bon entrepreneur en pompe funèbre. Le cercueil utilisé pour faire passer le colonel à l'ouest symbolise l'oxymore ultime de l'espionnage, la vie dissimulée dans la mort. Ce véhicule macabre porte une lourde charge métaphorique. Les informations classifiées voyagent mieux lorsqu'elles sont enveloppées dans un commerce légitime, tout comme les logiciels malveillants d'aujourd'hui s'intègrent souvent dans des téléchargements apparemment innocents. Hamilton met en scène le cortège funèbre avec une menace discrète. Les gardes des points de contrôle tapotant le cercueil tandis que les endeuillés manifestent un chagrin de façade. Une mise en scène qui rappelle les préoccupations actuelles concernant les données cachées dans les transferts de fichiers à l'apparence innocente. Les trahisons s'enchaînent. Le transfuge pourrait en fait être une taupe du KGB. Le Mossad israélien intervient avec son propre agenda. Les contrebandiers étalement organisent des funérailles comme FedEx. Hamilton ponctue l'attention d'un humour sarcastique, comme lorsque Palmer bâille lors d'un interrogatoire de la Stasi, pour ensuite ouvrir ses menottes quelques instants plus tard. L'absurdité préfigure les opérations cybermodernes sous-traitées à des prestataires privés. Tout le monde est sur commande. Personne n'est en contrôle. Le plus prophétique est la compréhension du film, selon laquelle les frontières fonctionnent comme des mécanismes de filtrage plutôt que comme des barrières. Le mur n'empêche pas le mouvement, mais le régule selon des valeurs politiques fluctuantes. Au moment où le corbillard traverse Checkpoint Charlie, le public apprécie la plaisanterie amère. Les passages clandestins fonctionnent dans les deux sens. Et l'allié d'aujourd'hui peut être demain un opposant délivré par application. Craig Richard Burry, Krauss ou
Dans un monde où les pare-feux nationaux filtrent les paquets de données tout comme les barrières de béton filtraient d'autrefois les ressources humaines. La lettre du Kremlin, 1970. Le thriller d'ensemble de John Huston ressemble à Ocean's 11, trempé dans de l'acide de batterie. Un comité clandestin d'espions semi-retraités, surnommé le sorcier, la putain, le constructeur, se réunit pour une dernière mission. Récupérer une lettre falsifiée promettant le soutien des États-Unis pour un coup d'État soviétique. Huston s'attarde sur des détails sordides. Porteurs soudoyés, faux timbres anciens, paquets d'héroïne cousus dans des doublures de vison. Le travail de renseignement ressemble moins aux échecs, plus à eBay. La structure éparse du film imite la nature fragmentée de la collecte de renseignements modernes. Plutôt qu'un commandement centralisé, les opérations se déroulent par des contractants spécialisés, chacun gérant des tâches discrètes, un modèle de réseau qui anticipe les unités de cyberguerre dispersées d'aujourd'hui. L'agent débutant Charles, interprété par Patrick O'Neill, est notre avatar, stupéfait alors que les vétérans traitent les corps et les frontières comme de simples monnaies. Particulièrement innovante est la représentation des marchés du renseignement par Huston. Les transactions se propagent à travers Rome, les bordels, les saunas d'Helsinki et les marchés aux puces de Leningrad, partout où les gens peuvent être achetés plus rapidement que les idéologies ne le peuvent. Ces zones neutres où des agents opposés se côtoient librement préfigurent les marchés noirs numériques où les hackers vendent aux enchères des vulnérabilités aux plus offrants, quelle que soit leur allégeance. Warlock de Richard Boone, spécialisé dans le vol d'identité, démontre des techniques allant de l'imitation de voix aux faux documents qui annoncent les préoccupations modernes concernant les deepfakes et l'usurpation d'identité numérique. Le cœur nihiliste du film se révèle lorsque Charles découvre que ses employeurs sacrifieront toute l'équipe si la récupération compromet la diplomatie. Cet outsourcing du risque aux freelances jetables préfigure les hackers de l'économie gig d'aujourd'hui, manipulés par des États qui les renient. L'image finale, Charles, gelé, fredonnant une berceuse inachevée, résonne à travers l'armée de contractants désavoués de 2025, défilant pour leur prochain jour de paix ambigu. The Looking Glass War, 1970. John Rhys Davies et un jeune Anthony Hopkins sont en tête d'affiche de cette adaptation brutalement minimaliste du roman de John le Carré. Mimesis, désespéré de retrouver sa pertinence, recrute un défecteur polonais pour photographier un site de missiles soviétiques suspecté. L'entraînement se déroule dans des entrepôts miteux où des mannequins remplacent les sentinelles, soulignant l'anémie budgétaire des services britanniques. Le film dissèque l'illusion de la compétence. Les cartes sont obsolètes, les comprimés de cyanure périmés, les voies d'évasion hypothétiques. Ce manquement bureaucratique semble particulièrement pertinent à une époque où les agences gouvernementales peinent à suivre le rythme des paysages technologiques en rapide évolution. Les séquences de préparation amateur, où Hopkins tâtonne avec l'équipement radio et peine à mémoriser des histoires de couverture, contrastent fortement avec les montages d'entraînement précis des films d'espionnage traditionnels, suggérant que le véritable travail de renseignement se déroule souvent par improvisation plutôt que par une planification parfaite. Une fois que la recrue atterrit en parachute en Allemagne de l'Est, le grésillement radio devient sa seule berceuse. Le réalisateur Frank Pearson crée un paysage sonore d'isolement. Le vent dans les arbres dénudés, les aboiements lointains des chiens, le craquement de la neige sous les pas, soulignant ainsi la solitude fondamentale de Hopkins. Cette vulnérabilité sonore préfigure notre anxiété actuelle concernant les communications numériques. L'incertitude quant à savoir si les messages atteignent leur destinataire, si les signaux sont interceptés, si des appels à l'aide résonnent dans le vide. De retour à Londres, les bureaucrates sirotent du thé tout en pariant combien de temps il tiendra. Un humour de bureau à la Deadpool qui anticipe le bavardage détaché de notre époque de guerre par drone. La prise de conscience graduelle du transfuge qu'il est sacrifiable aboutit à une confrontation déchirante avec des gardes-frontières tout aussi terrifiés. À la fin, les deux camps effacent discrètement la mission, prouvant que dans l'espionnage, l'échec est souvent recyclé en inexistence. Il est impossible de ne pas penser aux innombrables informateurs du monde réel dont les sacrifices sont effacés dans l'oubli, leurs histoires classifiées, leurs tombes anonymes. The Salzburg Connection, 1972. Le juriste en vacances Barry Newman, Bill Madison, tombe sur un coffre nazi immergé dans le Grundlsee en Autriche, censé contenir un microfilm nommant chaque collaborateur de guerre exerçant encore une influence. Le réalisateur Lee H. Katzin contraste les paysages alpins de cartes postales avec des séquences sous-marines troubles, nous rappelant que sous chaque façade tranquille se cache un coffre-fort d'histoires non résolues. La photographie sous-marine du film mérite une mention spéciale. Katzin utilise un éclairage teinté de vert et des perspectives déformées pour transformer le fond du lac,
des paysages extraterrestres où la visibilité fluctue de manière imprévisible. Cette incertitude visuelle reflète notre difficulté contemporaine à naviguer dans les vastes répertoires de données où la vérité est enfouie sous des couches de désinformation. Le coffre lui-même représente une version analogique du stockage chiffré, étanche, géographiquement isolé, accessible uniquement à ceux qui ont les coordonnées appropriées, parallèle aux préoccupations actuelles concernant les centres de données sécurisés et les sauvegardes hors ligne. De multiples agences, comme la CIA, le KGB, le Mossad, et même d'anciens membres SS renégats, se lancent dans une chasse au trésor mortel. Le contenu du coffre promet soit un levier de chantage, soit une vérité et réconciliation, selon qui émerge en premier. Le concept d'une seule charge utile, chiffrée, capable de faire basculer les alliances mondiales, préfigure les divulgations de données actuelles, comme les Panama Papers. La performance d'Anna Karina en tant que photographe aux loyautés cachées renforce le thème selon lequel les dispositifs d'enregistrement, sa caméra, le microfilm, servent à la fois d'armes et de boucliers dans la guerre de l'information. L'enquête amateur de Newman devient frénétique alors que les Alliés révèlent des motifs cachés. Même sa petite amie armée d'un appareil photo peut être une coursière. Le dernier rebondissement de Katson, avec le contenu transféré sur un bateau touristique discret en direction de la Suisse, souligne la réalité troublante que des secrets bouleversants voyagent souvent à la vue de tous, rangés dans des pochettes d'ordinateurs portables, surfant sur le Wi-Fi des aéroports. L'ambiguïté finale du film concernant la destination ultime du microfilm résonne particulièrement à notre époque de bases de données divulguées et d'attributions contestées. Le dossier Odessa, 1974. Le journaliste curieux Peter Miller, joué par Jon Voight, hérite du journal intime d'un survivant de l'Holocauste et plonge dans le monde souterrain de l'Odessa, une organisation clandestine protégeant les officiers SS fugitifs. Le réalisateur Ronald Neame superpose les lumières de Noël de Hambourg avec les marchés de souvenirs nazis, contrastant la chaleur des fêtes avec le déni froid. Le design de la production du film juxtapose brillamment le miracle économique de l'Allemagne avec son traumatisme non traité. Les salles d'exposition Mercedes étincelantes se trouvent à quelques rues des boutiques de ruelles vendant des croix de fer. Les tours de bureaux modernistes dominent les brasseries où d'anciens soldats échangent des salutations codées. Cette tension architecturale visualise comment le progrès se construit souvent directement sur des atrocités non reconnues, un concept qui résonne avec les débats contemporains sur la mémoire institutionnelle et la responsabilité historique dans les espaces numériques. Miller de Voight s'entraîne sous Mossad pour se faire passer pour un sympathisant, un proto-infiltration profonde qui reflète les activistes infiltrant les forums extrémistes d'aujourd'hui. Sa séquence de transformation, où il étudie les manières des SS et mémorise des dossiers de services fabriqués, anticipe la construction de profils méticuleux maintenant nécessaires pour pénétrer les communautés en ligne fermée. La performance glaçante de Maximilian Schell dans le rôle d'Edward Rossmann, le boucher de Riga, démontre comment les criminels de guerre se réinventent en hommes d'affaires respectables, un modèle de réhabilitation qui continue dans le blanchiment moderne d'entreprises de figures controversées. La tension du film monte à mesure que Miller réalise que les membres d'Odessa occupent désormais des laboratoires d'entreprise, forgeant des technologies de guerre chimique pour des régimes autoritaires. Chaque souffle de Voight embue la lentille, rappelant que la clarté morale peut geler au milieu des nuances de la survie. Lorsque Miller confronte le commandant du camp qui a tué son père, la catharsis est contrebalancée par un épilogue glaçant. Le réseau d'Odessa persiste, semblable à une hydre, au sein des institutions civiles. Néhémie nous laisse à réfléchir si dévoiler le mal suffit si le système continue de le blanchir. Un dilemme qui résonne chaque fois que des révélations actuelles exposent l'argent sombre alimentant la politique moderne. La graine de Tamarind, 1974. Blake Edwards échange le slapstick pour une ambiance sulfureuse, associant Judith, une fonctionnaire britannique veuve interprétée par Julie Andrews, avec Fyodor, un attaché soviétique sophistiqué joué par Omar Sharif, dans le cadre ensoleillé de la Barbade. Leur flirt sur la plage se déroule sous les chants des oiseaux et les cris des insectes. Chaque barre de coquillage semble câblée. Le directeur de la photographie, Freddie Young, baigne les amoureux dans un or de coucher de soleil. Mais les prises de vue au téléobjectif nous rappellent que nous observons à travers un long objectif, comme le MI5 et le KGB. La conception sonore du film crée des couches d'intimité et d'intrusion. Les conversations privées se déroulent sur fond de bavardages lointains d'hôtels. Les vagues qui se brisent dissimulent des confidences murmurées, et le clic des caméras de surveillance ponctue les moments romantiques. Cette architecture sonore prédit notre réalité actuelle, où les moments privés se produisent dans le bourdonnement constant des appareils qui peuvent écouter ou enregistrer.
Particulièrement efficace est l'utilisation par Young de surfaces réfléchissantes, lunettes de soleil, eau, verres de fenêtre, qui fragmentent et dupliquent les images, suggérant les multiples perspectives à travers lesquelles le couple est constamment observé. Judith et Fyodor communiquent par des mots-codes de brochures de voyage, prouvant que la vie privée peut fleurir même dans un aquarium, jusqu'à ce que l'aquarium fissure. Leur méthode d'encryption improvisée, discutant des informations classifiées tout en prétendant examiner des attractions touristiques, anticipe les couples modernes naviguant sur des applications de rencontres surveillées par des algorithmes. Edwards critique la culture du voyeurisme des décennies avant les réseaux sociaux. Un général britannique se régale des rediffusions de leur bande de surveillance comme une série à suspense, série. Quand Judith doit décider si la demande de défection de Fyodor est sincère ou un théâtre géopolitique, le film montre comment les amoureux deviennent des algorithmes dans la guerre de quelqu'un d'autre. La séquence finale sur une piste d'atterrissage embrumée évoque délibérément Casablanca, mais avec une différence cruciale. Tandis que Bogart et Bergman sacrifient l'amour pour une cause, Andrews et Sharif tentent de transcender l'allégeance nationale ensemble. Edwards retient les réponses définitives, plaçant le public comme une autre agence d'observation, complice de la réduction de l'intimité humaine, à Démétrec. Chacal, 1973. Le film procédural de Fred Zinnemann reste un modèle de logistique. Le chacal sans nom fabrique des passeports sur mesure, introduit en fraude un fusil démontable dissimulé dans des béquilles et calibre la trajectoire des balles dans une planque parisienne. Zinnemann documente chaque tâche avec une patience clinique, transformant le travail de préparation en suspense. Ce qui rend le film particulièrement prémonitoire, c'est sa compréhension que l'identité est malléable. Le chacal ne se contente pas de se déguiser, mais se transforme de manière itérative grâce à des points de données calculés. Sa construction méthodique de personnages alternatifs, avec documentation, modification d'apparence et ajustement de comportement, préfigure le vol d'identité moderne. Technique. Une séquence frappante le montre tester différentes couleurs de cheveux et mesurer les proportions du visage avec des étriers, abordant l'apparence personnelle comme un problème statistique, une version analogique des algorithmes qui génèrent aujourd'hui des identités synthétiques convaincantes. Les autorités françaises lui opposent un grand données, fiches index, registres paroissiaux, registres d'hôtels, créant un filet de surveillance prédigital qui reste pertinent aujourd'hui lorsque les gouvernements fusionnent des algorithmes de reconnaissance faciale avec des historiques de transactions. Particulièrement innovante est la représentation du film sur le croisement de références. Les détectives associent des informations partielles issues de différentes bases de données, enregistrement de véhicules, demande de passeport, registre d'hôtels pour affiner progressivement le profil de leur cible. Cette chasse méthodique de corrélation anticipe le travail actuel des détectives retraçant les empreintes numériques à travers des plateformes disparates. Ce qui fascine, c'est l'identité modulaire du chacal. Il met à jour ses déguisements comme des correctifs logiciels, profitant du décalage bureaucratique. Lorsqu'il se fond dans le défilé de la journée de la Libération, la caméra survole les soldats en uniforme et les civils costumés. Semblable, se demandant si le patriotisme peut démasquer le saboteur déguisé en son propre reflet. La détonation manquée, stoppée par l'intuition aiguisée de l'inspecteur Libelle, souligne la frontière mince entre l'ordre et le chaos, l'un, intuition, une écoute clandestine, un accent entendu au loin d'une catastrophe. Les 3 jours du Condor, 1975. Robert Redford's Joe Turner lit des romans pour la CIA, scrutant la fiction à la recherche de messages géopolitiques cachés. Plan, un travail qui semble désuet jusqu'à ce que tout son bureau soit massacré pour avoir découvert une opération secrète sur l'énergie. Intrigue. Sidney Pollack baigne le New York des années 1970 dans une morosité hivernale, les bouches de métro sifflant comme des dragons. La séquence d'ouverture du film à la Société historique littéraire américaine établit Turner comme un proto-explorateur de données, nourrissant des livres dans des ordinateurs primitifs pour extraire des motifs et des anomalies. Une première visualisation de l'analyse de contenu algorithmique, qui alimente maintenant les moteurs de recommandation et la surveillance système. Ses collègues se spécialisent dans différents genres et langues, fonctionnant collectivement comme des filtres de recherche humains passant au peigne fin le bruit culturel, à la recherche de renseignements exploitables. Cette représentation de la reconnaissance de motifs comme à la fois un art et une science anticipe nos débats actuels sur l'intersection du jugement humain et de l'apprentissage automatique dans la collecte de renseignements. Turner, renommé Condor, devient une phrase clé hors contexte, un nerd de la recherche contraint d'improviser un art de l'espionnage face à des tueurs chevronnés. Chaque appel de cabine téléphonique résonne de paranoïa, préfigurant la culture des applications éphémères. La réalisation de Pollack souligne la compréhension croissante de Turner que les systèmes conçus pour connecter les gens, les réseaux téléphoniques, les services postaux, permettent simultanément leur suivi.
Un paradoxe qui définit notre relation contemporaine avec les communications numériques. Une photographe kidnappée devient une conductrice de fuite involontaire, les murs de son appartement couverts de polaroids voyeuristes qui reflètent la surveillance d'État. La révélation que des planificateurs voyous ont semé les romans mêmes que Lee Turner pour tester la plausibilité annonce les algorithmes de police prédictive exploitant notre tweet. Dans la scène finale, Condor fait confiance au New York Times pour publier le scandale. Un espion chevronné sourit en coin. Comment savez-vous qu'ils vont l'imprimer? Une phrase qui pèse plus lourd maintenant que les fils d'actualité curés par des algorithmes peuvent enterrer la vérité sous des photos de brunch d'influenceurs. The Manchurian Candidate, 1962. Le cauchemar de John Frankenheimer avance au rythme du mois le plus fiévreux de la guerre froide. Octobre 1962. La crise des missiles de Cuba. Le sergent Raymond Shaw revient en héros médaillé d'honneur, ignorant qu'il est un pion hypnotique, prêt pour une mission politique. Homicide. La mise en scène de Frankenheimer transforme les salles de banquet en chambres de lavage de cerveau clinique avec un mouvement de caméra qui éblouit encore les monteurs. La séquence la plus novatrice du film, la réunion du club de jardinage qui se transforme en salle de conférence communiste grâce au mouvement rotatif de la caméra, crée une métaphore visuelle de la perception manipulée qui semble étonnamment pertinente à notre ère de réalité augmentée. Réalité. En montrant comment le même espace physique peut être vécu de manière radicalement différente selon le programme mental, Frankenheimer a anticipé à la fois la promesse et le danger des technologies qui superposent des informations numériques aux environnements physiques. En 62, les spectateurs auraient vérifié leurs propres souvenirs après ce segment onirique où le peloton de show voit des dames d'une exposition florale, tandis que nous voyons des interrogateurs communistes, un deepfake cinématographique des décennies avant que le terme existe. Le monstre maternel d'Angela Lansbury imprègne d'horreur freudienne. Elle transforme l'affection maternelle en torture stratégique, brouillant famille et faction. Ces mécanismes de contrôle, cartes à jouer, appels téléphoniques, phrases spécifiques qui déclenchent des comportements préprogrammés, fonctionnent comme des versions analogiques des commandes codées qui activent maintenant les assistants numériques et maisons intelligentes. Système. L'agent de renseignement en perte de contrôle, Ben Marco, joué par Frank Sinatra, incarne notre anxiété contemporaine concernant la fiabilité de la mémoire à une époque de médias manipulés. Ces cauchemars récurrents contiennent des fragments de vérité que son esprit éveillé ne peut pas traiter. Remplacer le déclencheur de la reine de carreau de show par un mème viral ou une note vocale générée par IA, et le complot d'assassinat s'insère dans notre chronologie algorithmique. Radicalisation. La leçon glaçante de la finale, selon laquelle les décideurs sacrifieront même leurs enfants pour des mises en scène idéologiques, nous rappelle que les avatars de la guerre culturelle d'aujourd'hui sont peut-être aussi des somnambules, marchant au rythme d'un autre. Quel film de cette collection sur la guerre froide a le plus résonné avec votre vie numérique? Le dossier Ipcress vous a-t-il fait remettre en question vos flux de médias sociaux? Les 3 jours du Condor ont-ils changé votre façon de consommer vos nouvelles du matin? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je suis fasciné d'entendre lequel de ces thrillers prophétiques a résonné le plus profondément avec vous. Si vous avez aimé ce voyage cinématographique dans le temps, ne le gardez pas secret. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour rester connecté à notre réseau croissant de films. Chaque semaine, nous déterrons des trésors cinématographiques oubliés qui résonnent dans notre époque actuelle avec une précision surprenante.